Est-ce que vous savez qui sont les cryptides? Les monnaies virtuelles? Non. Les chiens kryptons? T'es en très grande forme, toi. Hein. Non, les cryptides, ce sont les animaux cachés qui sont étudiés par les cryptozoologues. La cryptozoologie, on en avait parlé dans l'épisode sur la fureur du Yéti, rappelez-vous. C'est un souvenir indélébile, ça. Et bien justement, le film dont on va parler aujourd'hui met à l'honneur, si on peut dire, le membre le plus illustre de cette famille de cryptides, le monstre du Loch Ness. La terreur du Loch Ness, ou Loch Ness Terror, ou Beyond Loch Ness, est un film fantastique américain. Là, je peux dire américain parce qu'il a été produit par le Canada et les États-Unis, sorti le 29 octobre sur Sci-Fi, et réalisé par Paul Ziller, un habitué des films de bébêtes, qui a fait Sea Beast, Yeti, Swarmed ou Snakehead Terror, un autre film avec des poissons tête de serpent. L'histoire commence en Écosse, sur le bord du Loch Ness, en 1976. Une équipe menée par Michael Murphy tente de prouver l'existence de Nessie. L'équipe est composée de 2 scientifiques et de son fils, James. Ça fait tellement d'années qu'on cherche le monstre du Loch Ness qui doit être encore resté au pas de def. Arrêtez, le monstre n'est qu'une légende, voyons. Allez-y mollo avec le jeu d'acteur, parce qu'on n'a pas l'habitude que ce soit bon. Michael trouve une caverne sous-marine qui n'a jamais été explorée et remonte avec un énorme œuf, Il a une longueur de 141 cm. dont ils définissent la provenance avec un jargon qui veut absolument rien dire. La surface extérieure a une structure vertébrale. La morphologie du système poreux et prismatique. Alors, j'ai cherché sur internet tout ce qui touchait de près ou de loin à la structure vertébrale des œufs et à la porosité prismatique de leur coquille. Eh ben, j'ai rien trouvé. Mais alors, peau de balle. C'est pas le tout d'écrire des phrases qui semblent scientifiques. Ça serait bien de vérifier si ça existe vraiment. Par contre, la bestiole qui s'est ruiné le cloaque en pondant le truc est un poil contrarié qu'on le lui ait volé. Alors elle vient le chercher, le range et revient bouffer tout le monde à l'exception de James qui voit son père mourir sous ses yeux et qui en gardera une cicatrice sur le visage. 28 ans plus tard, nous voilà à Ashburn, sur les bords du lac Supérieur, le plus grand lac nord-américain, où le shérif Karen Riley va voir son frère Sean, qui cherche à prouver l'existence d'un monstre marin dans le lac. L'an dernier, tu m'as dit qu'un ovni avait lobotomisé la vache d'Annie. Et en fait, la vache n'avait qu'une otite. J'ai jamais dit qu'elle avait été lobotomisée, j'ai dit qu'on l'avait passée au scanner. Bon, elle le pense un peu marteau et lui impose de prendre ses pilules, mais le vieux s'en tamponne et fonce avec un demi-bœuf en morceaux sur le ponton derrière sa maison, histoire d'attirer la bestiole et de la prendre en photo. Mais les paparazzis, c'est pas son truc. Pendant que le vieux sert d'amuse-gueule au monstre, son neveu, Josh, et par extension le fils du shérif, fait la rencontre de James, maintenant cryptozoologue et qui, mine de rien, a bien grandi. Il a besoin d'un guide pour explorer le lac, et comme le gamin bosse dans une boutique de pêche, il propose justement ses services de guide et l'accompagne. Un peu plus tard, c'est Zoé, son ex-petite amie, qui se pointe pour lui demander un spray anti-moustique. Étant donné qu'elle va passer la nuit sur une petite île du lac avec son petit ami actuel, Brody, qui a manifestement mangé une boîte aux lettres, son pote Chad, qui va mourir en premier, juste une intuition, et une amie de passage, Carolina. Tu as un spray anti-moustique? Un cadeau de la maison. Alors ça, c'est pas un spray anti-moustique, hein. Ça, c'est du bégon vert. C'est pas le genre de truc à se mettre sur la peau. Remarque, si tu t'en mets sur la peau, après, il y aura plus de peau. Donc effectivement, les moustiques viendront plus. Comme elle a oublié les clés du bateau qu'ils ont loué, il les ramène, mais Brody ne peut pas s'empêcher de le provoquer. Alors, bagarre. C'est vraiment pas utile de se mettre en garde comme ça si au final c'est pour s'attraper et se faire un shampoing. James interrompt la bagarre et prend le bateau avec son guide pour chercher la mystérieuse bête à l'aide de son sonar. Et hop, un pêcheur qui se fait croquer. Le sonar trouve un tunnel, alors James plonge pour l'explorer. Karen, pendant ce temps, est appelée par son collègue Neil, qui lui annonce que les restes de son frère ont été retrouvés. Ensuite, Josh est un peu chahuté par une bestiole, mais finalement, c'est James qui remonte. D'ailleurs, il le fait comme si de rien n'était, hein. La bestiole, manifestement, il l'a pas croisée. Et il lui annonce que le tunnel est très long et bourré de minéraux aux propriétés magnétiques. Non mais tu comptes pas faire tout l'épisode comme ça? Comment ça? Tu sautes du coq à l'âne? T'as eu la flemme d'écrire ou quoi? Bah non, mais je raconte le film, là. Non, le film se passe comme ça, il y a plein de séquences de 30 secondes à la suite. Rien que les attaques de pêcheurs. C'est des séquences qui durent 15 secondes, ça arrive de nulle part et ça repart comme c'est venu. Le sonar de James se met alors à biper et annonce la présence d'une bestiole de 12 mètres de long. 12 mètres? Y a rien de si grand dans le lac pourtant. Ça doit être une grosse perche. Tu m'en fais une belle de perche, toi, tiens. T'habites où, Netbeu, pour avoir des perches de 12 mètres? Ils la suivent, mais la perdent assez vite. Alors pour penser à autre chose, ils se tapent la cloche et discutent de la perte de leurs pères respectifs.
Et hop, la sœur de Neil est attaquée par le monstre. Josh rentre ensuite à la maison et apprend que son oncle est mort. Mais il n'a pas plus d'informations que ça, puisque Karen est appelée par Neil, qui a constaté la disparition de sa sœur. Et en trouvant une portière de sa voiture arrachée, il conclut « Il n'y a qu'une créature qui a pu faire ça. Un alligator. » Ah oui, sûrement. Oui, ça c'est un fait scientifique qui est très connu. Les alligators ont une dent contre les portières, même plusieurs dents contre les portières. C'est très courant dans les Everglades de les voir chasser les portières qui viennent s'abreuver dans les cours d'eau. À l'autre bout du lac, Brody essaie de conclure avec Zoé, pendant que Chad et Caroline se promènent le long de la berge. Voyant que ça tourne bien pour lui, il décide de revenir au camp pour prendre 2-3 affaires et laisse la nénette toute seule dans la forêt. Mais elle n'est pas vraiment toute seule. C'est de la bave. Dites-moi que c'est de la bave. Ça va, c'en est. Chad prévient alors Zoé et Brody de la disparition de la belle, et tous trois partent à sa recherche. Sauf qu'en chemin, ils sont attaqués par la bestiole qui va blesser Brody et bouffer Chad. Dans le même temps, Karen va voir James et lui demande ce qu'il fout là. Il lui explique qu'il cherche un monstre style Nessie, que son frère lui a donné des infos sur le lieu où il peut se trouver, et qu'il veut voir son corps pour voir si les blessures ont été causées par la bête en question. Évidemment, elle refuse, le prend pour un malade et lui demande de se trouver un autre guide. Mais au petit matin, il repart avec Josh, parce que celui-ci en a rien à foutre des interdictions de sa mère. Et en plus de ça, il a volé une radio de la police, histoire d'intervenir rapidement si quelque chose de spécial venait à arriver. Genre si quelqu'un trouvait un bébé monstre du Loch Ness échoué sur la rive, il arriverait sur place avant la police pour en voler un morceau. La tête, par exemple. On dirait une sorte de serpent de mer géant. Ah, quelle horreur. C'est quoi? Mais il vient de te le dire. Putain, le Nil, sans déconner, c'est un champion toute connerie. C'est peut-être une sorte d'esturgeon. Comment tu peux confondre un esturgeon avec un plésiosaure? James étudie la tête de la bébête et apprend à Josh qu'il s'agit d'un jeune plésiosaure, espèce censée avoir disparu et qui a survécu en se planquant dans les eaux profondes des océans et qui se reproduit dans des lacs communiquant avec les dits océans. Sur ça, Karen et Neil l'arrêtent et lui confisquent sa tête. Enfin, la tête du plésiosaure, pas la sienne. Il lui montre les résultats des prélèvements qu'a fait le légiste sur le corps de Sean. Selon lui, ça ne correspond à aucune séquence génétique connue. Et du coup, ils sont bien obligés de le croire. Alors, il lui demande de l'aide, et le voilà qui sort ses flingues. Magnum 338, avec lunettes infrarouges, cartouche de cyanure de type phényl, un fusil sonar de basse fréquence, capable de déchiqueter ses tissus, et surtout, de faire exploser ses poumons. Cette arme génère des ondes électromagnétiques. Disons des ondes similaires à celles d'un micro-ondes ordinaire. Et pour attirer la bestiole, il va utiliser un enregistrement de Nessie. Et pendant qu'il leur montre ses outils, Josh part à la recherche des 4 autres qui sont en camping sauvage. Sauf que sur place, il va voir des petits Nessie en train de bouffer. Pris en chasse par les rejetons, comment il se dandine? Bref, il retourne au bateau, mais un des vilains est dedans. Et rapidement, alors que manifestement ils ont pas l'air très difficiles à semer, Josh se retrouve pris au piège. Heureusement pour lui, Zoé lui sauve la mise. Il détale dans la forêt et grappe à un arbre où se trouve déjà Brody. Se souvenant de ce que lui a expliqué James à propos des plésiosaures... Tu vois, ces pores indiquent qu'ils ont un système d'électroréception. Ils détectent les stimuli électriques provoqués par la contraction musculaire des animaux. Josh leur dit de ne pas bouger et d'attendre que les bestioles se lassent et s'en aillent, qui arrive étonnamment vite. Et comme les champs magnétiques perturbent leur vision, ils vont dans une mine désaffectée, apparemment pleine de magnétite. Josh laisse Brody et Zoé sur place pour aller chercher le bateau, sauf que ce qu'il n'a pas vu avant de partir, c'est que la mine est le nid des plésiosaures. Et pendant ce temps, une course-poursuite s'engage sur le lac. James tente désespérément de micro-onder l'adulte, mais l'animal est rapide et vif. Ce que j'adore dans ces films-là, c'est qu'ils ont toujours besoin de se mettre un truc sur la tête pour faire genre c'est une arme du futur. Ça me rappelle un peu ce que portait Coolio dans Ptérodactyle. Un truc comme ça sur l'œil, relié au flingue pour faire genre attention, arme spéciale qui fait des trucs de fou. On dirait un garde cyclope dans la cité des enfants perdus. Il récupère ensuite Josh, qui a nagé jusqu'au bateau qui a dérivé à cause d'un des bébés plésiosaures, et se met alors en route pour la mine, après que Josh leur ait dit que Zoé et Brody s'y trouvaient. Sur place, il constate que les plésiosaures sont nombreux et qu'il ne reste que Zoé, vu que l'autre imbécile s'est fait choper par les petits. Neil se place à un endroit où le magnétisme n'affecte pas la super lunette du fusil, et attire les petits avec l'enregistrement de Nessie pour les tirer comme des pigeons. Mais il finit dévoré par les petits après avoir été balancé par l'un d'eux qu'il n'a pas vu arriver. James dissuade la maman plésiosaure de dévorer Zoé en détruisant toute sa portée et profite du fait que Josh fasse diversion pour lui injecter du canard WC.
Et pour que ça marche mieux, il la plante dans une blessure causée par le pistolet à micro-ondes. Au passage, c'est du cyanure qu'il lui injecte. Pour une raison que j'ignore, la bestiole s'embrasse quand James lui balance son briquet dessus et finit par exploser. Et en explosant, elle tue tous ses petits. Tout le monde est content parce qu'il n'y a plus de bestioles, et puisque James a assouvi sa vengeance, il envisage de rester à Ashburn. Bon, bah c'était pas fifou, hein. Jusque-là, on a eu des films sympas, mais bof. Après, ça s'explique assez facilement. Le film est quand même vachement différent de ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. L'ingrédient secret des nanars et des comédies nanardesques, c'est le grand n'importe quoi. Que ce soit dans le comportement des personnages, leurs choix ou leurs dialogues, dans l'intervention d'une bestiole qui n'a aucun sens, qui fait des choses impossibles ou qui devraient tout simplement pas exister, ou alors dans l'écriture de son scénario. Que ce soit avec une histoire ridicule et sans queue ni tête, ou avec une mise en scène fade aux couleurs dégueulasses. Et pour moi, le problème de ce film, c'est qu'il ne cherche pas l'extravagance. Il se prend au sérieux et va au bout du concept. Et j'aurais même tendance à penser que ça pourrait être une série B correcte avec un budget plus important, et un meilleur casting, et une meilleure écriture. Bref. L'histoire est pas plus débile que celle de n'importe quelle série B sortie au cinéma dans les années 80-90. Les acteurs sont aux fraises pour la plupart. Cela dit, j'aime bien l'hybride entre Clint Eastwood et Alan Grant. Techniquement, c'est quand même correct, pour un film de ce genre en tout cas. Les incrustations piquent pas trop les yeux si on les plisse un peu, et ils se sont même payé le luxe d'avoir des marionnettes pour les petits plésiosaures et une réplique de la queue de l'adulte. Bon, après c'est quand même relativement vilain. Sinon, la mise en scène est une catastrophe. La colorimétrie est par moments dégueulasse. Au début, on a le droit à un espèce de jaune pisse immonde. Comme d'hab, on a le point de vue de la bestiole avec sa vision bizarre. Je comprendrai jamais pourquoi ils font des trucs comme ça. Le sonar indique 20 fois les mêmes coordonnées et distances. Par moments, ils font croire que le bateau avance, mais c'est pas vrai. L'arrière-plan bouge pas. D'ailleurs, j'ai hâte de parler de Shark Attack 2, parce que c'est un champion à ce niveau-là. Enfin, après, il a quand même les défauts de la plupart des nanars. Mais étant donné qu'il est pas drôle et qu'il se prend au sérieux, bah, je me demande si on n'est pas plutôt en présence d'un navet, là. Hein. Ou alors d'une mauvaise série B. Parce que quand on regarde le casting, ça fait plus série B que nanar ou navet. Bon, expédions les évidences, vous avez tous reconnu Léo de Charmed. D'ailleurs, je suis persuadé que certains et même certaines d'entre vous ont déjà mis ça en commentaire avant même d'arriver à la fin de la vidéo. Brian Krause, donc, qui s'est fait connaître avec le film Retour au Lagon Bleu et la série Charmed, a enchaîné bon nombre de rôles dans des séries, téléfilms et direct DVD pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et on le reverra dans Poséidon Rex. Ça, c'est une perle. Don Sinclair Davis, l'inoubliable Hammond de Stargate SG-1, est aussi connu pour avoir joué dans la série Twin Peaks, et un peu dans MacGyver. Il était aussi le père de Dana Scully dans X-Files, et il a, en plus de nombreux rôles dans des séries, une jolie filmographie, puisqu'il a joué dans les films Allô maman ici bébé, Hook, Cliffhanger, Les ailes de l'enfer, À l'aube du 6e jour, et malheureusement il a joué dans un film d'Uwe Boll. Bah, on fait tous des conneries. Sinon, le reste du casting est composé de gens principalement vus dans des séries ou qui ont eu des petits rôles dans des films. Par exemple, David Lewis, c'est le premier mec qui se fait bouffer par le croco dans Lake Placid. On verra Niall Matter dans The Predator de Sean Blake. Quant à Serena Swan, je l'ai vue il y a pas longtemps dans Reacher, que j'adore. Elle était Aphrodite dans Percy Jackson, et on la reverra dans Créature de 2011. Rien à voir avec celui de 98. Et voilà ce qu'on peut dire sur Loch Ness Terror. Ça aurait pu être plus drôle que ça, ils auraient pu être moins sages. Ils auraient pu pousser les curseurs de conneries plus loin, mais ils sont restés relativement sérieux, et c'est un peu dommage. Maintenant, le côté pratique du film, c'est qu'il permet la somnolence. Ça, clairement, c'est presque aussi bien que la valériane pour dormir. Maintenant que j'y pense, on n'a pas encore parlé de dinosaures cette saison. Loch Ness, ça compte pas, hein, c'est un reptile marin, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, au passage, il parle de plésiosaures. Plutôt élasmosaure. Mais bon, ça c'est un autre débat. Du coup, si on doit parler de dinosaures, ce serait sympa qu'on essaye de s'intéresser à ceux qui viennent d'autres planètes.